L'UFAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Bon bah voilà Nicolas, c'est la 3e de Laïcidad. Et oui déjà. On va être sur un débat entre deux personnes sur un sujet assez important dont on avait parlé dans le premier Laïcidad. Et oui Franck, alors plus qu'un débat, c'est une controverse que nous allons aborder puisque suite au premier épisode de Laïcidad et de la brochure d'Olivier Nobile qui était parue dans UFAL Info et sur Respublica, le journal électronique du réseau d'éducation populaire, eh bien, il y a une personnalité, qui a répondu à Olivier, et donc c'est Henri Sterdignac, on va voir de qui il s'agit. Donc au sujet du financement de la protection sociale, il a marqué un désaccord par rapport à ce qu'Olivier avait dit. Alors, Henri Sterdignac, c'est qui ? C'est un élève de l'école polytechnique. Il a ensuite été élève à l'École nationale de statistique et d'administration économique. Il a été, en tant qu'ancien élève de l'école polytechnique, il a été administrateur de l'INSEE. Ensuite, il est un économiste reconnu, membre de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Alors, il est classé à gauche. Il est co-auteur du manifeste d'économistes atterrés. Il a dénoncé dans l'Humanité François Hollande et une fraction du Parti socialiste. Ouais, donc quand même. Bien orienté. Pas mal, ouais. Et parce que selon lui, ils avaient renoncé à mettre en cause la domination de la finance. Alors, il prône davantage de dépenses publiques, la France pouvant s'endetter à des taux très bas. Ouais. La priorité n'est pas de réduire les dépenses publiques. En mai 2016, il a tout de même donné raison au même François Hollande en estimant qu'une tendance nette de baisse du chômage se dessine, la fameuse courbe. Bon, enfin, c'est tout de même un militant que nous retrouvons sur le front des luttes, puisqu'il est membre de divers collectifs, dont la convergence des services publics. Voilà. Et il répondait donc à notre camarade et ami Olivier Nobile, qui lui-même, alors a un CV qui... Oui. Est-ce qu'on a besoin de le rappeler ? Ah oui, allez, un petit peu, allez. Allez, parce qu'en fait, on va quand même montrer qu'à l'UFAL, on a des gens qui méritent le respect. Alors, Olivier, lui, c'est un ancien élève de l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Il exerce d'importantes fonctions au sein de la Sécu. Il est d'ailleurs chargé d'enseignement depuis 15 ans en droit social à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Il est membre du bureau national de l'Union des familles laïques. Il en est le délégué national aux questions de santé et de protection sociale. Et il est l'auteur de « Pour en finir avec le trou de la Sécu, repenser la protection sociale du XXIe siècle », édition Penser et agir en 2014. Voilà. Et puis et puis on invite nos auditeurs et nos auditrices s'ils ont pas eu l'occasion d'écouter le premier Laïcidad de le faire, et là ils pourront voir exactement qui est Olivier Nobile. Je reviens sur leur controverse. Puisque suite à Laïcidad numéro 1 et puis la fameuse brochure d'Olivier, donc il y a eu la réponse d'Henri Sterdignac qui est disponible sur le site de l'UFAL et sur Respublica. Et ensuite, Olivier a de nouveau répondu à Henri Sterdignac. Alors, on a remarqué, Olivier, il est toujours très précis, donc il a fait 16 pages. Voilà, donc c'est très complet sa réponse. Donc cette réponse, elle est disponible aussi sur le site de l'UFAL et sur Respublica. Et là, donc la rencontre, la poursuite de la controverse que nous allons faire là dans quelques instants, elle est à l'issue de ces échanges. Donc les deux ont accepté de changer de média, d'arrêter d'écrire, voilà, et puis de nous parler un petit peu, de parler aux auditeurs et aux auditrices de l'UFAL et d'EducPod, du réseau éducation populaire, puisqu'on le fait en partenariat. Oui, d'ailleurs, je pense que ce sont des partenariats qui sont amenés à se développer, nous l'espérons. Notre souci commun, c'est de faire de l'éducation populaire, exactement, de se saisir de sujets qui intéressent tout le monde et d'en sortir des doctrines d'action. C'est surtout ça qui compte. Voilà. On va les accueillir. Place au débat. Ils viennent d'arriver, Olivier Nobile et Henri Sterdignac.
Alors, de les retrouver tous les deux dans un contexte de discussion qu'ils ont eu suite à la publication d'une brochure d'Olivier Nobile sur la bataille de la cotisation qu'il avait appelée Renouer avec la dimension salariale de la sécurité sociale, dans laquelle, en fait, il insistait sur la nécessité de financer la sécurité sociale par la cotisation et par redonner vie à une forme de démocratie sociale avec un rôle accru pour les représentants des salariés. Henri Sterdignac, par une réponse qui a été publiée par le journal Respublica du réseau d'éducation populaire, avait répondu aux arguments qui étaient présents dans la brochure d'Olivier Nobile. Alors Henri Sterdignac, il expliquait qu'il y avait deux positions qui s'opposaient. Parmi les économistes social-protectionnistes, ce sont ces termes, deux positions qui s'opposaient sur le mode de financement de la sécurité sociale et le mode de gestion. C'est-à-dire que pour Henri Sterdignac, il y a une position qui insiste sur le rôle des syndicats et le rôle du salariat sur le financement, tandis que il y aurait une autre position qui serait plus réaliste, qui est la sienne, qui indique que la protection sociale comporte des prestations universelles comme la famille ou la maladie et des prestations d'assistance qui n'ont plus de lien avec le salariat. Enfin voilà ce qui les opposait. Pouvez-vous, Henri, nous en dire plus? Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je suis fiscaliste, on peut dire. Donc, en tant que fiscaliste, j'ai la préoccupation de la justice fiscale. Et la justice fiscale, ça consiste à dire tous les revenus doivent contribuer aux dépenses publiques et aux dépenses sociales qui bénéficient à tout le monde. Et de ce point de vue, naturellement, les prestations famille, les prestations maladie qui, heureusement, aujourd'hui sont universelles, doivent être financées par un impôt sur l'ensemble des revenus des ménages. Qu'une raison que quelqu'un qui reçoit de l'argent, par exemple, parce qu'il possède un immeuble et des locataires, soit exempté de financer la famille ou la maladie. Donc, on peut regretter que ce type de revenus existe, mais le fait est qu'ils existent, et donc il est normal que, d'une façon ou d'une autre, ces personnes contribuent autant que les salariés au financement des prestations d'assistance et des prestations universelles. Par contre, naturellement, lorsqu'il s'agit de prestations d'assurance sociale, qui marquent la solidarité entre les actifs, qui sont de l'assurance sociale, c'est-à-dire il y a un lien entre la prestation et les cotisations, même si ce lien n'est pas direct parce qu'il s'agit d'assurance sociale et qu'il y a une solidarité, naturellement, ça doit être financé par des cotisations sur les personnes couvertes. Et surtout, ce qui est nécessaire, c'est de bien rétablir ce lien. Par exemple, il est tout à fait scandaleux que il y a une réforme Macron qui fait que une partie des prestations chômage soit financée par de la CSG. C'est tout à fait inacceptable. Et alors, Olivier, ça ne vous satisfait pas que on mette à contribution le capital pour le financement de la sécurité sociale? Alors sur la contribution du capital, je pense que c'est un autre sujet. C'est un sujet qui est lié bien sûr et qui est connexe, mais tout d'abord sur l'idée d'une séparation des risques sociaux, en l'occurrence, et des branches de la sécurité sociale, selon qu'elles seraient universelles ou liées à l'emploi. Effectivement, moi, je récuse cette opposition et je l'ai décrit, et j'ai décrit en tout cas ma position de manière assez précise. Je considère qu'effectivement la différence qu'il y aurait entre des prestations de nature familiale ou maladie qui seraient de nature universelle, ou des prestations d'assistance telles que les minima sociaux, et les prestations en lien avec l'emploi, qui elles nécessiteraient, en tout cas dont le financement salarial serait légitime, pour moi ça me semble être une séparation assez artificielle. C'est vraiment un artefact de comptabilité nationale qui a été mis en place
sciemment à partir des années 1980, sur la base d'un certain nombre d'injonctions d'ailleurs des institutions internationales, qui a consisté à dire que finalement il y avait deux pôles de protection sociale qui devraient en fait être bien distingués. Le premier qui est lié finalement à l'emploi et à la vie économique à proprement parler, c'est-à-dire donc le chômage, les retraites, qui nécessiterait pour le coup un mode de financement salarial et patronal, et d'un autre côté des prestations qui relèveraient davantage d'un champ de la redistribution, c'est-à-dire de la lutte contre la pauvreté d'une part, et également qui devrait être étendue progressivement à l'ensemble de la population sans lien avec l'emploi. Et moi, j'ai essayé de démontrer que cette distinction qu'on appelle distinction entre le contributif et le non contributif, si vous voulez, est une distinction totalement artificielle. Je donne un exemple précis, la maladie. La maladie, le risque maladie est lui-même contributif d'une part, à savoir tout ce qui est indemnité journalière, revenus de remplacement, et donc partant relève, je dirais, d'un mode de couverture du risque de privation de salaire, et d'un autre côté, les prestations dites en nature, c'est-à-dire les prestations d'assurance maladie, les soins de santé, sont, elles, considérées comme universelles. Elles le sont devenues de facto avec la loi CMU depuis 1999. Cette distinction nous amènerait à envisager, par exemple, la structure actuelle de l'assurance maladie comme devant être coupée, finalement, scindée en deux, ce qui, pour moi, n'a véritablement pas de sens. Et le deuxième aspect qui me semble avoir encore moins de sens, c'est que l'assurance maladie, selon moi, a une dimension salariale, y compris dans les régimes et dans les pays qui n'ont pas du tout socialisé ce risque. La preuve, c'est que la prévoyance d'entreprise est un enjeu salarial de première importance, c'est-à-dire que les employeurs, et y compris même d'ailleurs dans des pays très libéraux tels que les États-Unis, les employeurs sont amenés à financer parfois très chèrement, je dirais, la couverture santé de leurs salariés. Et ce qui montre bien qu'effectivement le lien entre le travail et la reproduction d'ailleurs des moyens de production, la productivité du travail et un certain nombre de risques sociaux qui sont considérés comme universels, sont très importants. Et je terminerai juste en disant que même la Cour des comptes, dès les années 2015, avait reconnu que, par exemple, qu'en ce qui concerne les prestations familiales, il était évident que c'était un lien fondamental avec l'emploi et avec le travail. Imaginez simplement des travailleurs qui ne pourraient plus avoir des moyens de faire garder leurs enfants, qui ne pourraient plus avoir les moyens de les élever dignement. Donc on est bien d'accord que le salaire et le salaire socialisé, que c'est le terme que j'utilise, c'est-à-dire la sécurité sociale en tant que mise en commun de ressources salariales, a un enjeu de nature économique capital. Et donc pour moi effectivement cette distinction n'est pas valide, et pour moi elle n'a servi qu'à finalement naturaliser le fait qu'un certain nombre de prestations qui étaient auparavant financées par les employeurs devraient cesser d'être financées par les employeurs pour des raisons d'allègement du coût du travail et de recherche de compétitivité, et donc faire reposer le financement de ces risques sociaux sur les assurés eux-mêmes, alors qu'auparavant ça relevait d'une responsabilité patronale. Bien. Et Henri, sur ces arguments, qu'est-ce que vous partagez ou qu'est-ce que vous réfutez? Je ne partage rien. C'est-à-dire que, compte tenu du monde tel qu'il est, il faut bien voir que certaines prestations se sont totalement dégagées du rapport salarial. C'est le cas de la famille où on va aider massivement des femmes seules, par exemple, sans enfants, qui ne travaillent pas. Le lien avec le salariat, c'est énormément affaibli. Il y a toute une partie qui va aider les précaires. Nous avons le RSA, et donc il n'est pas le lien avec le salariat a disparu. On aurait pu imaginer une évolution totalement différente où effectivement les allocations familiales auraient été versées par l'entreprise qui aurait donné un salaire différent aux gens avec un sursalaire s'ils avaient des enfants. Malheureusement ou heureusement,
C'est pas ce qui s'est fait. Donc, on a une universalisation des allocations familiales, des prestations familiales, qui n'a pas encore été poussée jusqu'au bout, qui a encore une ambiguïté, notamment à l'échelle européenne, pour savoir qu'est-ce qui fonde le droit à allocation familiale. Est-ce que des jeunes, une famille polonaise dont le père travaille en Angleterre a droit aux allocations anglaises ou aux allocations polonaises? Problème qui se discute à l'échelle européenne. Je pense qu'on sera beaucoup mieux si on dit clairement, effectivement, la famille, la branche famille est une branche spéciale. Elle n'est pas nécessairement financée par des cotisations et il faut donner un rôle. Évidemment, elle ne doit pas être étatisée, c'est-à-dire qu'il faut donner un rôle dans la gestion de la politique familiale aux organisations familiales, un rôle éventuel aux syndicats, mais à côté d'autres représentants des usagers, que ce soit vraiment un rôle et qu'il y ait un débat sur la politique familiale. En ce qui concerne la santé, bien sûr, c'est encore plus clair. Il n'est pas question, naturellement, des indemnités journalières, des accidents du travail, qui, eux, sont tout à fait liés au salariat, et c'est dans ce cadre-là que ça doit être géré. Mais par contre, pour tout ce qui est les prestations en nature, et demain pour la dépendance, il n'y a pas vocation des syndicats à intervenir. Les syndicats vont pas intervenir pour des questions des EHPAD, simplement parce que les syndicats en général, bien sûr, les syndicats des EHPAD, oui, mais les syndicats en général n'ont pas vocation à intervenir sur la question des EHPAD. Et là encore, il ne faut pas étatiser, il faut démocratiser, c'est-à-dire il faut trouver les moyens de faire intervenir l'ensemble des usagers dans le fonctionnement de ce service public, et tout à fait naturellement, rien, je répète, rien ne peut justifier que ne fasse pas contribuer les revenus non salariaux, les revenus du capital à cette prestation. Bien sûr, on aurait pu imaginer un tout autre système. Dans des pays, le système de santé est municipalisé. Okay, on aurait pu imaginer effectivement que le système de santé soit organisé autour des entreprises. Ça s'est fait en URSS, mais naturellement, ça pose la question des gens qui ne sont pas reliés à une grande entreprise. On peut regretter le développement de la précarité, mais c'est un fait. Donc, naturellement, la santé doit être dégagée de l'emploi. Et contrairement à Olivier Nobile, je ne pense pas que les États-Unis soient un modèle en matière de santé. Je pense que le combat, ça doit être 100%, le combat 100% sécu, c'est-à-dire de dire la sécurité sociale fournit des prestations suffisantes et ce n'est pas la peine d'avoir des complémentaires santé. Les complémentaires santé doivent être rendus inutiles et découragés fiscalement. Je me permets de rebondir parce que là, je pense que je me suis très mal fait comprendre. Je pense que là, et en plus sur un point sur lequel je pense on sera d'accord. Je n'ai pas cité les États-Unis pour dire que c'était effectivement le modèle que je défendais. Je pense que c'est un modèle extraordinairement inefficace, qui d'ailleurs démontre son inefficacité, extrêmement coûteux, qui coûte 150% plus cher qu'en France et qui en plus est extrêmement inégalitaire. Je disais simplement que les États-Unis démontrent que même dans un système très libéral où on a finalement où on n'a pas de sécurité sociale, ça demeure la santé un enjeu salarial, c'est-à-dire un enjeu de rémunération des salariés. Et donc j'utilisais cet argument pour dire que, a fortiori en France, qui a une tradition sociale et une tradition d'intégration de la sécurité sociale dans le champ des luttes salariales, ça semblerait pour le moins paradoxal que d'un côté on désengage les employeurs du financement de l'assurance maladie obligatoire par le biais de la cotisation patronale, et que d'un autre côté on les encourage à aller dans le champ de l'assurance maladie complémentaire d'entreprise, d'ailleurs au passage au prix d'avantages fiscaux et sociaux complètement insupportables. Voilà ce que je voulais dire.
bien, donc on se rejoindra bien évidemment sur le fait que nous sommes l'un et l'autre, bien évidemment, pour une sécurité sociale intégrale à 100% de prise en charge des besoins sociaux et sanitaires de la population, sans recours à des complémentaires santé qui accessoirement ont démontré qu'elles étaient beaucoup moins bien gérées, beaucoup plus chères et finalement relativement inutiles pour prendre en charge le risque sanitaire essentiel de la population. Donc je voulais rectifier ce point parce que bien évidemment je ne défends pas le système états-unien, bien au contraire, qui est pour moi un système qui a démontré vraiment son échec patent et qui accessoirement démontre en plus une gestion d'une épidémie de Covid-19 d'une manière absolument effroyable. Voilà, donc je tenais à rectifier ce point. Au moins nous serons d'accord sur un aspect. Voilà. Il faut noter quand même qu'aux États-Unis, à côté du système entreprise, il y a Medicare, qui couvre les précaires et qui couvre les personnes âgées. Donc système à plusieurs vitesses, des tas de vitesses ailleurs, et donc je pense que nous serons d'accord pour dire que il vaut mieux un système unifié, et à partir du moment où le système est unifié, le lien avec le travail, concrètement, pareil. On peut plus dire comme jadis, il faut que les travailleurs soient en bonne santé pour pouvoir travailler, parce que ça justifierait pas que on soigne les retraités ou les handicapés qui ne pourront jamais travailler. Donc l'importance qu'il faut regarder ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est tout le monde est d'accord pour dire il faut soigner tout le monde à des coûts raisonnables et ça doit être financé. Ensuite, tout le monde est d'accord, je pense, pour dire ça doit être financé par tous les revenus. Donc la seule question, c'est est-ce qu'on fait payer une cotisation aux salariés et aux entreprises et on fait payer le revenu du capital une contribution spécifique, qu'on appelle prélèvements sociaux, qui aurait été une solution, ou est-ce que, grosso modo, comme on fait la CSG qui porte un peu sur tout le monde. Mais fondamentalement, je vois mal comment on peut soutenir la thèse. Il faut pas que les revenus du capital, parmi les revenus du capital, il y a le revenu capital immobilier et du capital immobilier, ne contribuent pas pour la famille et pour la maladie. On peut pas soutenir cette thèse. On peut pas. C'est une question de présentation, mais on peut pas soutenir cette thèse. Non, en tout cas, je soutiens en tout cas que pour moi, la taxation du capital, via d'ailleurs une refonte complète du financement de la sécurité sociale, est un mirage. C'est-à-dire que concrètement, la contribution du capital aujourd'hui n'est rendue nécessaire que précisément parce que l'on a eu de cesse depuis une trentaine d'années d'opérer massivement un contournement du salaire. Et que c'est parce que nous avons une phase d'austérité salariale qui a démarré à partir des années 80 et qui s'est accélérée à partir des années 90 sur la base d'une restriction, je dirais, de la progression des salaires, mais également d'une réduction massive des cotisations patronales, parallèlement à la mise en place de modalités de rémunération qui devenaient capitalistiques. Je fais référence à tout le champ de l'épargne salariale, des stock options, des modalités de rémunération qui échappent au salaire parce qu'elles échappent aux cotisations sociales, que l'on a créé clairement aujourd'hui un enjeu de devoir reprendre, comme je le disais dans ma deuxième réponse, on essaye de reprendre avec des seaux ce qu'on a laissé se déverser par torrent depuis qu'on a cassé les digues du salaire. Et ce que je disais, c'est que en réponse d'ailleurs à un argument que vous avanciez dans votre réponse sur la fameuse taxation sur l'excédent brut d'exploitation, je disais que si on regarde en comptabilité privée, l'excédent brut d'exploitation, on est bien d'accord que c'est ce qui reste une fois qu'on a déduit les salaires de la valeur ajoutée. Donc je dis que la manière la plus simple de taxer le capital reste encore d'augmenter les salaires, et je regrette qu'effectivement le champ politique d'être progressiste et que le champ syndical n'ait pas placé clairement l'augmentation des salaires comme la base même, je dirais, de sa plateforme politique et revendicative, et qu'elle l'ait complètement sacrifiée sur l'autel du pouvoir d'achat en particulier, qui est une notion, je pense qu'on se retrouvera là-dessus, qui en fait vise à compenser la faiblesse des salaires par une importation massive de produits à bas coût, fabriqués dans des pays à bas coût de main-d'œuvre.
Donc je dis voilà, taxons le capital, mais la première et la manière la plus simple, la plus sociale, la plus directe, ça reste encore d'augmenter les salaires, et que la part des salaires dans la valeur ajoutée a chuté de 10 points entre les 1980 et aujourd'hui. Et ces 10 points-là, il y a bien un enjeu de première importance, un enjeu politique de première importance qui consiste à savoir vers qui et vers où va le partage de la valeur ajoutée, donc de la richesse créée dans l'entreprise. En ce qui concerne, par exemple, par contre, comme je l'ai répondu moi-même, je l'avais dit dans mon ouvrage de 2014, si l'idée de la taxation du capital, c'est la question de la CSG sur les revenus de placement ou de d'autres types de contributions sur les revenus de placement, je l'ai dit et écrit, ce n'est ni un enjeu ni une question. Aujourd'hui, ce que rapporte la CSG sur les revenus de placement et du capital, c'est extrêmement marginal, c'est moins de 10% du rendement de la CSG. Or, la CSG, qui est l'impôt phare et majeur qui a permis de fiscaliser le financement de la Sécu, clairement pèse essentiellement sur les revenus du travail, les revenus de remplacement, ce qui est déjà extrêmement douteux d'un point de vue moral, en termes de moralité politique, parce qu'on taxe des revenus qui sont la contrepartie précisément d'une cotisation préalable, ce qui est quand même problématique. Et troisièmement, ça touche fondamentalement la consommation populaire. Donc, si l'idée est de dire qu'il faut mettre le capital à contribution, je suis pas contre l'idée, mais il ne faudrait pas que la taxation du capital devienne une sorte de pis-aller à une situation économique où on a laissé clairement les politiques d'austérité rogner le salaire d'une manière considérable. Or, aujourd'hui, le salaire a été rogné par l'austérité, je l'ai dit, mais également par la masse considérable d'exonération de cotisations patronales, par les contournements d'assiettes, par le biais de ce qu'on appelle les exemptions de cotisations patronales. Et donc, résultat des courses, aujourd'hui, c'est bien le salaire qui a été véritablement marginalisé, entre guillemets, dans le partage de la valeur ajoutée, et absolument pas le capital. Et donc, d'une certaine manière, je trouve que l'argument de la taxation du capital de la réintroduction de l'impôt pour la taxation du capital, comme je le disais dans ma réponse, c'est un peu faire la promotion du pâté de l'alouette. C'est-à-dire, mettez un cheval et une alouette. Le cheval, c'est effectivement un impôt qui touche essentiellement la consommation populaire et les revenus du travail, et l'alouette, c'est effectivement un peu de taxation du capital. Or, c'est aujourd'hui la situation de la fiscalité française, et celle-ci. Oui. Le matin, les travailleurs et le patronat combattent. Les travailleurs essayent d'obtenir le salaire et les conditions de travail les meilleures possibles, le plein emploi. Ils gagnent ou ils perdent. Ensuite, l'après-midi, intervient la protection sociale. Protection sociale, elle arrive dans un champ qu'elle n'a pas choisi, et à partir de là, elle doit essayer d'améliorer la situation des classes populaires. Et améliorer la situation des classes populaires, c'est le rôle de la protection sociale. Même si les travailleurs n'ont pas ont perdu sur le champ des négociations salariales, le rôle de la protection sociale, c'est de leur servir des retraites, des prestations chômage, de la famille, dès la maladie, et pour ça, de prélever des ressources, dans la mesure du possible, si la lutte de classe le permet, des cotisations employeurs, et sinon, malheureusement, des cotisations salariées ou de la CSG. On pourrait préférer qu'il en soit autrement. La protection sociale arrive le soir, après le résultat de la lutte des classes. Et cela dit, elle fait ce qu'elle peut. La CSG sur les revenus du capital et les prélèvements sociaux sur les revenus du capital, c'est quand même un élément qui fait que si on réussit effectivement à l'appliquer à tous les revenus extrasalariaux, ça décourage les revenus extrasalariaux parce qu'ils payent du coup l'équivalent des cotisations maladie et des cotisations famille. Donc ça lutte contre la niche fiscale, la niche sociale que les entreprises seraient tentées de faire. Effectivement, la CSG sur le capital ne rapporte pas assez. Pourquoi? C'est parce que elle ne frappe pas le profit qui reste dans l'entreprise. Donc, pour qu'elle rapporte plus, il faudrait taxer l'excédent brut d'exploitation, ce qui permettrait effectivement d'avoir une ressource plus forte. Donc, si on mettait la CSG au niveau de l'EBE et non pas au niveau des intérêts, des dividendes et des loyers distribués, ce serait
effectivement plus rentable. Donc je le répète, la protection sociale n'est pas responsable en elle-même du fait que effectivement il y a eu la mondialisation, la financiarisation qui fait que la part des salaires diminuée, beaucoup moins que vous ne le dites, mais qu'elle a diminué, que effectivement la précarisation s'est développée. Le rôle de la protection sociale, c'est de essayer, dans la mesure du possible, de limiter les dégâts. C'est pas glorieux, effectivement, mais voilà, c'est pas la révolution. La protection sociale, c'est pas la révolution socialiste. Voilà. C'est réparer autant que faire se peut les dégâts que fait le capitalisme sur les salariés, les classes, sur les salariés d'abord, et maintenant de plus en plus sur les précaires. Ah, c'est pas glorieux, hein. Je veux dire, c'est pas glorieux. Je suis pas friot. Je veux dire, dans une situation telle qu'elle est, on répare les dégâts. On gagne pas la guerre. Mais alors, c'est ça qui vous opposerait finalement, c'est pour reprendre votre image du matin et de l'après-midi, c'est que la sécurité sociale qui actuellement est gérée en protection sociale l'après-midi, elle serait aussi gérée le matin, c'est ça? Et qu'en fait, il y aurait deux visions, une vision révolutionnaire, c'est-à-dire une vision jaurétienne de république poussée jusqu'au bout, et une vision social-démocrate qui créerait les conditions d'améliorer la situation en attendant mieux, c'est bien ça? Si je dois en tout cas répondre pour ma part, oui, je crois que c'est fondamentalement ce qui nous oppose. Ce qui d'ailleurs n'exclut pas qu'on ait des points de convergence, hein, évident. Je suis effectivement Henri Sterdignac depuis un certain nombre d'années. J'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour ses prises de position, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement le point de désaccord, est celui-ci. Moi, c'est vrai que je m'inscris dans le cadre de mes travaux et de mon cadre, on va dire, de pensée dans une démarche qui est vraiment héritière d'un socialisme jaurétien, on va dire très clairement les choses, qui promeut, je veux dire, le principe d'une égalité salariale et d'une structuration politique du salariat, et par laquelle la sécurité sociale est devenue cette institution de la démocratie sociale. Alors, bien sûr, largement amoindrie, largement cassée, mais en tout cas dans laquelle les représentants des salariés disposaient d'une arme politique propice à leur émancipation sociale face aux diktats du patronat. Et pour moi, oui, je défends l'idée que la sécurité sociale de 45 est un projet révolutionnaire et un projet politique. Et là-dessus, je me permets de répondre aussi à ce qu'a dit Henri Sterdignac un petit peu auparavant, c'est-à-dire que la légitimité politique des syndicats, ça c'est une grande question, mais en tout cas de la classe salariale ou de la classe ouvrière à gérer des domaines aussi importants d'un point de vue politique que sur la santé, les prestations familiales, moi j'aurais tendance à dire, mais cette légitimité politique, ils l'ont acquise et ils ont démontré leur capacité à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que De Gaulle a démissionné en 46 quand il a vu que précisément des syndicalistes CGT, qu'un ministre communiste en 1945 était capable de prendre des engagements en très peu de temps, faisant que la sécurité sociale allait voir le jour, que précisément il a démissionné, le général de Gaulle, pour pouvoir mettre en place une contre-réforme qui allait satisfaire effectivement la préoccupation du patronat de démontrer que la classe salariale était incapable de gérer. Or, la classe salariale est capable de gérer politique. Et j'aurais tendance à dire que pour ce qui concerne l'assurance maladie, les partenaires sociaux et la classe salariale a été capable de gérer un système de santé qui a quand même permis de doter la France du meilleur système hospitalier du monde, pratiquement sans recours, je dirais, à des mécanismes capitalistes de financement de l'investissement, qui a eu la force de créer un système de santé avec un conventionnement national avec des professions de santé, des professions libérales, qui a fait qu'on a créé une unicité tarifaire sur l'ensemble du territoire à partir de 1971, qui a fait tout simplement qu'on a augmenté l'espérance de vie, et que l'on a doté, selon l'OMS en 2000, du meilleur système de santé du monde. Depuis cette date, on a vu effectivement ce qu'a donné l'étatisation et la corporatisation, comme on dit aujourd'hui, de la santé, c'est-à-dire la création des agences régionales de santé complètement obnubilées par le contrôle de gestion et qui ne démontrent absolument pas davantage de légitimité et d'ailleurs d'efficacité à gérer un système tel que celui de l'assurance maladie. Donc moi, l'idée d'une légitimité politique qui ne serait pas
démontrée de la part des syndicats, pour moi, elle n'est pas davantage démontrée de la part effectivement d'une technostructure étatique complètement baignée dans une préoccupation de contrôle de gestion qui n'a que pour seule ambition de faire des économies et réduire le nombre de lits. Voilà pour ce qui concerne la légitimité syndicale. Et j'aurais tendance à dire que oui, dans un combat et dans le cadre de la lutte des classes, oui, pour moi, la sécurité sociale a joué un rôle d'intermédiation et de pacification de la lutte des classes. Et ça, je l'assume. Et que les droits politiques, comme disait Ambroise Croizat, ne sont pas des acquis, ce sont toujours des conquis, c'est-à-dire des conquêtes sociales. Parce que le patronat ne désarme jamais, et en l'occurrence, en 1945, il a été obligé de reconnaître, je dirais, au salariat et à ses représentants, dans le cadre d'un rapport de force, je suis bien d'accord, qui était beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui, a été obligé de reconnaître, donc au représentant des salariés, qu'il disposait clairement d'un nouveau pan, d'une nouvelle terre d'expression démocratique, qui était le champ du droit social, ce que j'appelle le droit social. Et ce droit social, ce sont des droits sociaux, mais ce sont aussi des droits politiques et des droits à disposer, je dirais, à mettre dans l'agenda politique un certain nombre d'éléments qui participent de l'émancipation salariale. Et la sécurité sociale, pour moi, a été l'institution précisément devait incarner, en tout cas, cette institution du droit social et du droit des salariés à pouvoir revendiquer, grâce à une arme qui s'appelait la cotisation sociale, un droit de se voir reconnaître son hors-emploi comme étant aussi de l'enjeu de la répartition des richesses créées en entreprise. Oui, bien sûr, vous avez raison, mais malheureusement, la société n'a pas évolué comme ça. Et donc, oui, je suis d'accord avec vous, ça aurait été mieux si effectivement on était dans une société salariale où effectivement les syndicats aient un grand poids politique et où soient capables effectivement de gérer une partie importante des dépenses publiques et des dépenses sociales. Voilà, mais il se trouve malheureusement que c'est pas le cas, et donc on est obligé de dire, dans des domaines comme la famille ou la santé, c'est pas les syndicats actuellement demeurent en capacité de gérer ces organismes. Donc la question qui se pose, qui est effectivement une question intéressante, pose pour l'hôpital, qui se pose pour l'éducation, qui est comment effectivement démocratiser ces services publics, faire que ces services publics ne soient pas gérés par des technocrates liés à l'oligarchie financière, que effectivement il y a un débat démocratique autour de ces questions. Le problème, voilà, c'est que quand on a discuté de questions, aussi bien les EHPAD que les hôpitaux, que la famille, les syndicats aujourd'hui, pas les leaders d'un mouvement social. Et donc la question qui se pose, c'est effectivement recréer des mouvements sociaux autour de ces services publics que doit être l'hôpital, l'EHPAD ou l'enseignement. Donc, on peut dire c'est dommage que les syndicats n'aient pas joué ce rôle. On peut dire il y a un rôle spécifique des collectivités locales, il y a un rôle spécifique des mouvements associatifs. Il faut quand même voir ce qu'est notre société, que effectivement on peut le regretter, mais le poids des syndicats a considérablement diminué. On peut avoir la position c'est dommage, ou on peut avoir la position il faut la reconstituer. Mais je pense que dans la situation actuelle, l'enjeu, c'est de reconstruire un débat public autour des grandes questions que sont la famille et l'hôpital, et que les syndicats, tels qu'ils sont, ne sont pas aujourd'hui en mesure de diriger ces champs, bien que effectivement, je suis tout à fait d'accord pour dire que Monsieur Martinez ou n'importe quel syndicaliste aurait plus de capacité à le faire que Monsieur X sorti de l'ENA qui va demain travailler dans une assurance privée. Mais voilà. Voilà, c'est la légitimité. Pardon, excusez-moi, je vous laisse terminer. Allez-y. Non, mais par contre, je peux être tout à fait d'accord sur le constat que vous élaborez.
que aujourd'hui nous sommes dans une défaite idéologique, politique ou tout ce que vous voulez des syndicats, que les syndicats aujourd'hui sont extrêmement affaiblis, et que la démocratie sociale telle qu'elle avait été rêvée en 45, est une vieille a fait long feu, et que de toute façon aujourd'hui nous sommes passés à autre chose. Je tiens quand même à rappeler que cet affaiblissement de la démocratie sociale n'a pas découlé, je dirais, d'une évolution naturelle de l'histoire. Ce sont des choix politiques majeurs. C'est-à-dire que dès 1960, le général de Gaulle casse précisément la dynamique démocratique au sein de la sécurité sociale. En 67, sa grande réforme crée le paritarisme. Il place d'une certaine manière les syndicats dans un rapport de force qui lui était extrêmement défavorable par rapport au patronat. Et l'histoire avançant, on se rappelle tous effectivement de la très grande réforme Juppé de 96 qui affaiblit encore davantage le rôle des partenaires sociaux pour aboutir à la réforme de l'assurance maladie de 2004 qui parachève, si vous voulez, le dessaisissement des partenaires sociaux et donc des syndicats à véritablement pouvoir jouer un rôle essentiel non seulement dans la sécurité sociale mais y compris dans les conseils d'administration des hôpitaux. Et c'est précisément à ce moment-là d'ailleurs que l'hôpital public a commencé vraiment à plus tourner rond du tout d'ailleurs accessoirement. Donc si vous voulez, à un moment donné, ce sont des choix politiques technocratique, un dessaisissement qui a été opéré sciemment et politiquement, la suppression des élections qui a été rétablie en 1982 dans les conseils d'administration de la Sécu qui n'ont vu le jour, les élections ont vu le jour une seule fois et puis après ont été supprimées pour être définitivement oubliées en 96. Donc ce sont autant d'actes politiques qui ont consisté à dire les syndicats n'ont plus de légitimité, mais surtout on leur a retiré. Et l'un des arguments d'ailleurs qui a amené à retirer cette légitimité aux représentants syndicaux, alors est-ce que faudrait que ça soit nécessairement les syndicats qui soient les représentants des assurés sociaux, en tout cas de la classe que j'appelle des travailleurs? On peut en discuter, ça je suis bien d'accord. Je considère que des associations type UPFAL d'ailleurs, en tout cas membres de l'Union des nationales des associations familiales, pourquoi pas, pourrait avoir son rôle à jouer dans la démocratie sociale. Ça, je suis pas contre l'idée, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même bien se rendre compte que nous avons connu à partir des années 90 une étatisation majeure des institutions sociales, précisément parce que l'on a marginalisé la cotisation sociale dans son mode de financement et qu'à partir du moment où l'impôt finançait la protection sociale, on a retiré aux représentants des assurés sociaux quelconque légitimité politique pour pouvoir leur substituer un mode de fonctionnement beaucoup plus bureaucratique et étatisé, qui est celui qui est aujourd'hui à la manœuvre actuellement en matière de pilotage des politiques publiques et sociales. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont bien des décisions politiques qui ont amené à cet affaiblissement et à cette délégitimation, si vous voulez, des représentants des assurés sociaux à pouvoir gérer des engagements aussi importants que la santé, les allocations familiales, la retraite aussi, parce que je rappellerai que dans la réforme des retraites, comme dans la réforme UNEDIC accessoirement voulue par Macron, il y a un enjeu démocratique très clair, c'est-à-dire le dessaisissement pur et simple des partenaires sociaux. La réforme de l'assurance retraite, c'est une réforme institutionnelle prioritairement. Et cette réforme institutionnelle vise à précisément casser le régime général, à sortir la retraite du régime général et donc à placer une espèce de gouvernance fantoche à la tête d'un régime de retraite qui sera ni plus ni moins que la courroie de transmission des décisions gouvernementales. Je crois que sur ce point, on pourrait être assez d'accord. Oui. Je vais dire deux choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous dites. D'une part, le fait que la sécurité sociale ne couvre maintenant tout le monde, et non plus seulement les salariés qui ont cotisé, qui concerne la famille et la maladie. C'est un élargissement de la protection sociale, de la sécurité sociale, c'est un plus. Le fait que la sécurité sociale ne soit plus simplement financée par des cotisations assises sur le salaire, mais qu'elle soit financée aussi par des impôts, là aussi, je veux dire, c'est un plus, c'est un élargissement. Faut utiliser, voilà, la sécurité sociale, la protection sociale, c'est maintenant, en ce qui concerne la famille, la maladie, l'affaire de tous. Donc, il faut se mobiliser tous, pas seulement les salariés, pour la défendre. Ensuite, sur les deux points, sur les points importants pour l'avenir, effectivement, pose la question de l'UNEDIC. Effectivement, l'UNEDIC, il faut se battre pour
que reconstruire des cotisations salariées, parce que les cotisations salariées, dans le cas présent, c'est le garant et fait que les salariés ont leur mot à dire sur l'évolution des cotisations des allocations chômage, et que on va pas les obliger à financer des professions qui ne cotiseraient pas ou qui ne cotiseraient pas de manière suffisante. Et pour la retraite, là aussi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut maintenir un système dans lequel, aussi bien dans les régimes généraux que dans un certain nombre de régimes spéciaux et dans des régimes autonomes, ce soit géré effectivement par les représentants des salariés et malheureusement aussi, mais le moins possible, du patronat, et que cette autonomie soit préservée. J'observe cependant que quand on regarde la gestion de l'Agirc Arrco, en raison de la trahison de certains syndicats, c'est pas brillant. L'Agirc Arrco a accepté la baisse des prestations parce que le patronat refusait d'augmenter les cotisations et que certains syndicats jaunes l'ont accepté. Donc effectivement, il y a un combat à mener, mais pour moi, c'est là où nous divergeons. Il y a une différence entre le combat qu'on a à mener typiquement salarial pour les retraites et pour le chômage, et puis le combat social, démocratique, tellement différent qu'on a à mener pour la maladie, la famille, la dépendance, l'aide aux plus pauvres. C'est pas la même histoire. Et il faut dans les deux cas, il faut une mobilisation. Dans un cas, c'est avant tout une mobilisation des salariés en tant que telle. Dans l'autre cas, c'est une mobilisation citoyenne et avec les collectivités locales. Voilà. Je dis pas que c'est la seule solution. Que le monde aurait pu évoluer totalement différemment. On peut avoir des institutions beaucoup plus décentralisées comme dans les pays nordiques. Mais voilà, il faut malheureusement la sécurité sociale. Comme je l'ai dit, elle arrive le soir, elle doit tenir compte du réel. On n'est plus dans une société exclusivement salariale. On est moins dans une société exclusivement salariale. Oui, il y a un argument sur lequel moi je souhaiterais revenir, parce que pour moi, je pense que c'est celui qui me semble être le plus problématique et qui me semble être pour moi un contresens d'un point de vue historique. C'est celui de l'universalisation et du principe selon lequel les prestations maladie et famille, d'ailleurs famille d'abord en 1978 et maladie depuis la CMU, disons-le, la création de la couverture maladie universelle de base, auraient universalisé, donc versé des prestations à des personnes qui ne sont pas contributrices dans le cadre effectivement d'un emploi. Pour moi, ces arguments-là sont des arguments qui sont assez spécifiques, dans le sens où prenons l'assurance maladie, précisément, donc il y a quand même à avoir en tête, que d'emblée, dès 1945, le projet d'universalisation faisait partie du projet de sécurité sociale, même s'il s'inscrivait dans une démarche assurantielle, dans une logique assurantielle, c'est-à-dire une contrepartie entre cotisation et droit à prestation. Il n'en demeure pas moins que le champ de la sécurité sociale avait une vocation, et ça avait été annoncé clairement par Croizat et Larocque dès 45, à être universalisé. Quand en 1999, on crie « Hurrah, nous universalisons l'assurance maladie grâce à la CMU », dans les faits, cette universalisation a déjà été réalisée. Elle a déjà été réalisée parce que les modalités d'affiliation à l'assurance maladie par voie familiale, les modalités de maintien de droit en particulier, puisque vous savez bien qu'on était assuré en tant qu'assuré social, mais on couvrait l'ensemble des membres de la famille, faisait que l'immense majorité de la population était couverte par l'assurance maladie, et les autres catégories d'ailleurs de travailleurs indépendants, professions libérales, etc., disposaient par ailleurs des régimes d'assurance maladie qui ont été très largement harmonisés en droit sur ceux de l'assurance maladie, du régime général. Ce qui fait que quand en 1999, on utilise l'argument de l'universalisation, en fait, la CMU ne va véritablement ouvrir droit à l'assurance maladie qu'à 150 000 personnes. C'est-à-dire, finalement, très peu. Parce qu'il y avait également plusieurs centaines de milliers qui bénéficiaient d'une assurance volontaire qui permettait finalement de quasiment boucler
effectivement la sécurité sociale et l'assurance maladie pour l'ensemble de la population. Ce qui fait qu'en l'occurrence, on a avancé un argument d'universalisation qui a été un argument au trompe-l'œil. Il aurait été possible de régler la question des 150 000 personnes, ce qu'on appelle les interstitiels, c'est-à-dire exclus de l'assurance maladie, d'une manière très simple, comme on l'avait fait jusqu'à présent, par le biais de la cotisation sociale. Or, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait un choix tout autre. On a fait un choix préalablement de massivement affecter la CSG à l'assurance maladie. On a ensuite dit que nous universalisions, mais en réalité, la CMU n'a pas véritablement eu pour objectif d'universaliser l'assurance maladie, mais de véritablement graver dans le marbre le fait que l'assurance maladie n'était pas suffisante pour que tout un chacun, et notamment les travailleurs en emploi, notamment les plus modestes, puissent bénéficier véritablement d'une couverture santé. Et c'est là que la CMU, en fait, derrière un train s'en cachait un autre. Le véritable train de la CMU, c'était pas l'universalisation, c'était la création d'un panier de soins à minima pour les plus pauvres. C'est la fameuse CMU complémentaire qu'on appelle aujourd'hui contribution complémentaire santé solidaire. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, au lieu d'opter, c'est le gouvernement Jospin, au lieu d'opter pour une amélioration des niveaux de remboursement de l'assurance maladie pour tous, et de régler spécifiquement la question des 150 000 interstitiels qui échappaient à tout, on a dit à tous, voilà, le niveau de l'assurance maladie, ce sera tant. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour pouvoir avoir accès pleinement à la santé. Donc, si vous avez les moyens, vous êtes invités à souscrire à des complémentaires santé, qui sont devenus d'ailleurs obligatoires en 2014 pour les salariés en emploi. Et pour les plus pauvres, on va vous donner effectivement un panier de soins qui est en fait un filet de sécurité qui renoue ni plus ni moins qu'avec les vieilles traditions de l'assistance. Et ce faisant, on a créé un entre-deux social. Moi, c'est ce que j'ai démontré dans l'ouvrage que j'ai écrit et qui reste le cœur de ma démonstration. C'est qu'on a créé un entre-deux social, c'est-à-dire les trop pauvres pour être riches et les trop riches pour être pauvres. Ceux qui aujourd'hui se lèvent le matin ont souvent un SMIC à taux plein et qui voient systématiquement leurs droits sociaux être réduits sans pouvoir avoir accès véritablement à une couverture pleine et entière en matière d'assurance maladie parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à une complémentaire parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'épargne. Et c'est cette catégorie intermédiaire de travailleurs qui aujourd'hui est laissée pour compte de ces solutions sociales qui ont visé à stratifier la réponse sociale. C'est-à-dire d'un côté une solution de privatisation des pans les plus rentables de la sécurité sociale et d'un autre côté de mise en place d'un filet de sécurité pour les plus pauvres qui renoue clairement avec la tradition assistentielle finalement du 19e siècle. Et cela au détriment d'une approche égalitaire qui permet pour moi d'améliorer la cohésion sociale dans notre pays. Et pour moi, il est là l'enjeu de la CMU, il est là l'enjeu de l'universalisation des prestations familiales. Ce n'est pas de les ouvrir à tous, non, c'est précisément de les mettre sous conditions de ressources. Les prestations familiales, en l'occurrence, la plupart aujourd'hui sont sous conditions de ressources. Ce qui fait que ceux qui payent qui financent le plus les prestations familiales sont ceux qui les reçoivent le moins. Et ça crée un véritable problème. Et je crois que le mouvement Gilets jaunes nous enseigne beaucoup sur le problème en termes de cohésion sociale et de fixation sociale que génère ce sentiment d'inégalité, de contribuer à un système social auquel on ne voit jamais la couleur. Et ça, c'est le danger que je vois dans ce que vous décrivez comme étant une voie naturelle, effectivement, de la protection sociale, à essayer d'accompagner le capitalisme sur les solutions sur les situations, les plus délétères, tout en laissant prospérer tout le champ finalement de l'assurance privée complémentaire qui n'attend qu'une seule chose, c'est que la sécurité sociale se casse la figure pour pouvoir capter des parts de marché considérables et en plus avec l'assentiment des pouvoirs publics qui organisent des incitations fiscales et sociales considérables. Alors avant de ce discours est bien joli, mais il est totalement exagéré. Il faut rappeler quand même que c'est en France la part laissée aux assurés est faible. Il faut rappeler quand même que il est préférable d'avoir un système qui couvre tout le monde plutôt que d'essayer par des rustines de rattacher tout le monde au salariat. Il faut rappeler que effectivement il y a un combat à mener pour le 100% sécu. Il faut rappeler quand même qu'il y a des syndicats qui ont accepté, notamment la CFDT, qui se sont glorifiés d'un accord qui généralisait les complémentaires santé au lieu de se battre pour le 100% sécu. Il faut pas tout mélanger. Je dis que le meilleur système d'assurance maladie, c'est un système de 100% sécu, financé autant que faire se peut
par, d'un côté, parce qu'on peut pas effacer l'histoire, par des cotisations employeurs qui subsistent, et de l'autre par un impôt, la CSG aujourd'hui, mais de plus en plus qui doit devenir un impôt, progressif. Et je dis que effectivement, pour la maladie, pour la famille, les allocations familiales devraient être universelles, mais qu'il n'est pas scandaleux que le système aide beaucoup plus les plus pauvres, les précaires, que les gens des classes moyennes. Voilà, on peut le regretter. Il faut quand même être conscient que notre système, dans lequel on a développé pas mal d'aides pour les familles les plus pauvres, bien sûr, c'est totalement insuffisant, mais ça fait quand même qu'on est un des pays où les taux de pauvreté sont les bas. On est quand même un des pays où les retraités échappent à la misère. On a un des systèmes les plus redistributifs. Il y a des défauts, il y a des trous, effectivement. Les allocations familiales ne sont pas assez fortes. On aimerait que les organisations familiales se battent pour qu'ils soient effectivement indexés sur le SMIC et non pas sur les salaires et non pas sur les prix. Mais on n'entend pas les organisations familiales se battre là-dessus. On attend des manifestations des familles. Quand on voit des manifestations des retraités, on voit rarement des manifestations des familles sur le sujet du montant des allocations familiales. Donc, je pense qu'il faut mobiliser les familles, mais que ce combat, malheureusement, voilà, c'est pas les syndicats qui le mènent. Les syndicats ont des combats à mener sur les retraites et sur le chômage, et je pense que c'est déjà pas mal. Nicolas ? Oui, alors déjà une petite précision avant qu'on conclue. Vous parliez tout à l'heure de la CMU, mais la CMU, il faut pas oublier qu'elle est financée par une taxe sur les cotisations complémentaires santé. Donc on est quand même loin de la taxation sur le BE, le capital dont on parlait au début. Par contre, quel pourrait être le mot de la fin et comment on a compris vos différences, vos oppositions qui sont liées aux heures, hein, le matin et l'après-midi, hein, c'est ce qui schématise les choses. Mais comment on pourrait vous faire converger? Là, on a entendu Henri qui attend les associations familiales telles que l'UFAL pour des revendications précises, mais comment on pourrait faire converger ces deux visions de la protection sociale, c'est-à-dire que cette vision syndicale et cette vision réaliste. On a quand même eu un appel aux luttes, donc ces luttes peuvent être communes, mais quel est l'agenda qu'on pourrait mettre en place? En ce qui me concerne, voilà, j'assume effectivement que historiquement, économiquement, politiquement, c'est quand nous avons connu une progression très très forte effectivement de la cotisation sociale en tant que finalement continuité du salaire, que l'on a connu les plus grandes réussites et les plus grandes améliorations sociales de la population. Et je crois, moi en ce qui me concerne, que le désastre de la gauche française, c'est quand elle a commencé à tourner le dos à la centralité du travail dans le clivage gauche-droite. C'est-à-dire que moi je crois qu'effectivement il est nécessaire que les travailleurs soient véritablement se structurent politiquement et disposent et soient vraiment la préoccupation centrale, je dirais, des partis, des associations et des syndicats qui se disent de gauche de transformation, et que grâce à un certain nombre d'acquis de l'État social puis du droit social républicain, dont fait partie la sécurité sociale, mais pas que, hein, c'est également l'ensemble des conventions collectives, c'est bien sûr le droit du travail, etc. Autant de chapitres qui sont profondément attaqués par le néolibéralisme des réformateurs néolibéraux, qu'on a connu précisément une dégradation considérable des conditions de vie des travailleurs et des salariés. Alors on peut dire effectivement que le salarié aujourd'hui n'est plus une figure aussi dominante qu'elle n'était dans les années 70. Je rappellerai quand même, ça reste encore 90% des travailleurs, et que la plupart des Français
aujourd'hui sont salariés, sont travailleurs en emploi. Alors, effectivement, il y a un enjeu du chômage. Bien sûr qu'il y a un enjeu de la pauvreté. L'idée n'est pas du tout de nier cette existence de situation de pauvreté, d'une situation de chômage. Mais par contre, en mettant l'accent sur l'allègement du coût du travail, à laquelle participe l'allègement de la cotisation sociale, finalement, on s'interdit d'envisager les véritables déterminants d'une véritable politique économique qui soit capable de remettre véritablement le plein emploi dans notre pays. Et là, je pense qu'il y a des enjeux économiques considérables que on occulte souvent, qui sont effectivement des enjeux autour de la baisse de compétitivité qu'a créé effectivement une monnaie unique, la question du protectionnisme solidaire, la question du soutien public à la recherche et à l'innovation, la question effectivement des baux commerciaux, la question précisément de la part des politiques publiques dans la transition écologique, etc., etc. Donc autant d'éléments qui sont pour moi des sujets, et là peut-être je pense qu'on se retrouvera avec Henri Sterdyniak, qui relèvent pour moi des enjeux de politique économique de première importance. Mais par contre, vouloir jouer sur les montants du salaire, parce que la sécurité sociale et la cotisation sociale c'est du salaire, c'est finalement être dans la roue du patronat et de ses supplétifs qui soutiennent finalement que la feuille de paye est l'ennemi de l'emploi. Ce n'est ni plus ni moins que cela. Alors maintenant, je pense que derrière effectivement ces divergences, oui, je défends effectivement une approche socialiste au sens jaurétien du terme, c'est-à-dire que je crois vraiment que l'enjeu démocratique de demain, c'est de redonner du pouvoir politique, social et économique, je dirais, aux travailleurs. Alors par le biais de leurs syndicats ou dans un autre cadre démocratique, je suis pas non plus attaché effectivement à ce que ma parole soit captée par des syndicats type CFDT. Soit dit en passant, je crois que là-dessus on sera absolument d'accord. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un enjeu politique et démocratique qui aujourd'hui est clairement au cœur de la revendication populaire et qu'on a vu ces derniers temps. Et que je crois vraiment qu'il est temps de renouer avec l'idéal égalitaire et républicain d'une protection sociale qui s'inscrive non pas comme un filet de sécurité et un outil redistributif orienté exclusivement vers les plus pauvres, parce que ça nourrit le sentiment d'assistanat, etc., etc. Ça nourrit pour moi aussi l'exaspération populiste d'extrême droite, je le dis aussi tel que je le pense, et je pense à l'inverse qu'il est nécessaire de renouer vers un horizon qui soit égalitaire et qui replace le travail véritablement comme étant le point de départ de la création de richesse et la création de valeur. Donc voilà, je terminerai sur ce point. Je voudrais juste faire quand même une petite réponse à Henri Sterdyniak quand il dit qu'effectivement nous avons un taux de prise en charge par l'assurance maladie parmi les plus élevés du monde. Ça, je considère que c'est factuellement inexact. Le taux de socialisation des soins, c'est-à-dire la prise en charge des soins par l'assurance maladie obligatoire, c'est-à-dire la sécurité sociale, c'est 75% des dépenses de santé, c'est-à-dire un des taux les plus moyens de l'OCDE. C'est-à-dire que la couverture des frais de santé sont gérés à près de 25% par des complémentaires et par les assurés sociaux eux-mêmes. Ce qui fait d'ailleurs de la France un des pays des plus libéraux en matière de couverture sociale, en matière de santé. Et ce qui montre bien précisément qu'il y a encore des chemins et des combats à mener. Et je pense que dans ce domaine-là, par exemple, une revendication que nous pourrions avoir, ça serait d'étendre le régime d'Alsace-Moselle, par exemple, ou en tout cas quelque chose qui ressemblerait, c'est-à-dire avec une assurance maladie obligatoire couvrant beaucoup plus largement et massivement les frais de santé, je veux dire sur l'ensemble du territoire. Quant à votre revendication autour de l'amélioration des prestations familiales, je vous invite effectivement à la lecture de nos articles à l'UFAL, puisque nous faisons partie des rares associations familiales qui avons toujours vraiment lutté pour une amélioration considérable des prestations familiales, pour leur absolue universalité, mais également pour qu'on mette fin à la transformation de la branche famille en un auxiliaire de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'elle est devenue. Henri, le mot de la fin. Le mot de la fin. Bon, alors d'abord, la part qui reste au ménage, France de santé, est une des plus faibles du monde. Bon, ensuite on peut discuter sur l'endroit où on met les complémentaires, mais la part propre au ménage est une des plus faibles du monde. Deuxièmement, c'est pas totalement saugrenu que effectivement les caisses d'allocation familiale s'occupent des plus pauvres, s'occupent des précaires, s'occupent, voilà, c'est un rôle. On aurait pu l'appeler autrement. Je pense que c'est sympathique que effectivement il y a un continuum pour à la fois aider les plus pauvres et aider l'ensemble des familles.
Le problème, c'est que il faut retrouver l'universalité des allocations familiales et les revaloriser fortement. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut maintenir le 100%, qu'il faut aller vers le 100% Sécu. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut augmenter le poids des syndicats dans la gestion de l'assurance chômage et de l'assurance retraite. Il faut combattre vigoureusement toutes les politiques qui visent à étatiser ces deux organismes. Nos points de désaccord, ça consiste d'une part à se poser la question, est-ce qu'il y a une spécificité de la famille et de la maladie par rapport aux autres prestations? Et moi, je dis oui, parce que ce sont des prestations universelles qui ont vocation à être gérées de manière citoyenne, sachant qu'effectivement, il faut définir ce qu'on appelle citoyenne, qui sont des services publics communs dans lesquels effectivement les citoyens doivent avoir leur mot à dire. Et notre désaccord fondamental, il faut le dire, c'est que pour moi, j'admire le combat des travailleurs pour avoir des hausses de salaire. J'admire le combat des travailleurs pour lutter contre la précarité. J'admire le combat des travailleurs pour lutter contre le plein emploi. Mais une fois que ce combat a eu lieu, qu'il a été jusqu'à présent perdu, le rôle de la sécurité sociale, c'est de faire ce qu'il est possible de faire, c'est-à-dire d'organiser à partir des revenus salariaux, à partir des revenus non salariaux, à partir des revenus du capital, en utilisant des arguments citoyens, des arguments de justice fiscale, d'organiser effectivement un transfert en faveur des retraités, des chômeurs, des malades, des familles, et que c'est pas glorieux, dire par rapport à la classe, mais ça fait partie de notre économie mixte, c'est ce qui fait que nous sommes une économie mixte, on peut le regretter, on le restera pendant un certain temps, et le point de vue social, socio-protectionniste, c'est qu'il est important qu'on ait une sécurité sociale qui protège les gens, même si effectivement le capitalisme tend à les paupériser. Merci à tous les deux pour ce débat de qualité, de haut niveau. Là, on vient de faire un bon exercice d'éducation populaire. Ah oui, les explications ont été claires. Ça a été limpide, instructif, et j'espère que les auditeurs et les auditrices vont partager très largement ce podcast autour d'eux. Merci messieurs. Bon voilà, c'est fini Nicolas. C'était pas mal ce débat. Oui, le débat était intéressant et je crois nécessaire. Puisqu'on a bien compris qu'il y avait deux visions différentes et ce débat permet d'esquisser les convergences et l'efficacité dans les luttes. Ouais. Bon, il y en a un qui aime pas la CFDT Oui, alors il y en a aucun qui n'aime la CFDT à vrai dire, mais oui, mais il y en a un qui l'a dit. Non, ça t'a choqué ? Non, pas du tout. Non, un débat. Ça ne m'a pas choqué non plus. Voilà, non, j'espère que ça va pas choquer nos auditeurs et nos auditrices. Non, vraiment ce débat très intéressant, de bon niveau, mais compréhensible. Voilà. Enfin, en tout cas, moi j'ai compris. Je ne suis pas du tout un économiste et j'ai bien compris les enjeux des deux côtés et les explications ont été assez claires. Oui, et ça c'est indispensable que dans le mouvement social et dans disons le camp des travailleurs, il faut qu'on se remette à comprendre l'économie, les histoires de valeur ajoutée, de travail, de capital. Ce sont des choses qu'on a trop laissées de côté. Et c'est important d'avoir des débats à ce niveau et d'être capable après de les diffuser, les restituer tel qu'on veut le faire avec la balado-diffusion. Voilà, exactement. Bon, et le prochain alors, où on en est avec ce débat qu'on avait lancé, l'idée que nous avions lancée sur le Sacré-Cœur, d'avoir une émission sur le Sacré-Cœur. Oui, alors ce n'est pas abandonné, au contraire, on va donc mener cette émission. Par contre, les problèmes avec la Covid-19 et le confinement sont venus un peu compliquer les choses. Tu as créé des solutions techniques et
Oui, nous en enfin sommes des heureux. solutions techniques. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est vrai qu'on peut pas tout faire. Effectivement. Enfin voilà, donc grâce à tes solutions, on va pouvoir réunir des gens même s'ils sont pas vraiment là. Hein. Et on a l'impression qu'ils sont là, mais c'était parce qu'en fait au début on était parti dans l'idée de faire des émissions avec les gens autour de la table, tous les intervenants, ce qui est plus vivant. Mais là, voilà, on est obligé de s'adapter. Ouais, ça devient compliqué. Alors ça a mis un petit peu de temps, ce qui fait que l'émission sur le Sacré-Cœur va venir après celle qu'on vient d'écouter. Mais en attendant, l'UFAL continue son travail. Alors j'espère que nos auditeurs se sont aperçus que nous avons créé une autre émission à côté de Laicidad, une émission de chronique cinématographique qui s'appelle Laicidad. Non, Laikino. Laikino, pardon. Laikino, avec un chroniqueur, Alain Defremont, qui nous présente 3 films à chaque émission. Bon, c'est une émission qui démarre bien, hein, on a vu ça. Ouais, il y en a déjà eu 2, c'est pas mal. C'est bien. Oui, il est très prolixe, Alain. C'est un cinéphile vraiment invétéré. Donc là, Laikino est déjà en ligne. On a une autre émission qui va voir le jour de recension de livres. Et puis nous continuons nos publications. Donc il y a le l'UFAL Info qui arrive là. Alors vous pouvez le réclamer au siège social de l'UFAL ou par le biais du site internet. Vous abonnez, hein, c'est uniquement 8 € par an, 2 € le numéro. Et là, c'est un numéro sur les fêtes, forcément. Et les fêtes pour unir contre les séparatismes. Très bien. Ah bon, Ouais, bonne c'est lecture. un numéro très intéressant. Une très bonne Et lecture. alors, une petite annonce exclusive. Il y a une autre revue qui est en train d'être travaillée, une revue qui sera en diffusion dans les librairies, puisque c'est un partenariat avec la maison d'édition, les éditions matériologiques. Donc une revue qui s'appellera Cause républicaine, donc qui sera en format livre, plus de 200 pages. Le premier numéro devrait sortir, on va dire début mars. Très bien. Ah ben on en reparlera. On aura le temps d'en parler. Ouais, très bien. Bon, alors en attendant, ouais. Avant de conclure, Franck, si tu me permets, parce que c'est la période. Oui. Si nos auditeurs ne sont pas encore adhérents à une UFAL locale, oui, c'est vrai. C'est le moment. C'est la période. Tu fais bien de le rappeler. J'ai oublié de payer ma cotisation. Il va falloir que je le fasse. Et puis que je fasse un petit don à l'UFAL aussi. Voilà. Oui, tu as raison de parler des dons parce que nous sommes une association familiale qui ressort du Code de l'action sociale et des familles. Donc les dons qu'on effectue auprès de l'UFAL, sont défiscalisables. Tout à fait. Voilà, à 66%. Voilà. Et ça nous permet de fonctionner. Nos auditeurs ont compris que nous étions ambitieux, plein d'énergie, et quand même l'argent est le nerf de la guerre. Exactement, et qu'on a besoin d'un petit peu de moyens quand même pour pouvoir réaliser ces émissions, mais l'UFAL ne fait pas que Laicidad quand même. Voilà. Au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme vient de le dire Nicolas, à écouter Laikino et puis les épisodes précédents. Au revoir Nicolas. Au revoir tout le monde. Au revoir Franck.